Salut et bienvenue sur Anakaland. Aujourd'hui on retourne explorer le Monsterverse avec le tout dernier film du studio Legendary Pictures qui arrive cette semaine au cinéma. Cette vidéo, plutôt qu'une critique comme on en trouve déjà des dizaines j'en suis sûr, aura plutôt pour but de démontrer que ce film, bien qu'étant un divertissement correct, n'est pas à la hauteur de ses prédécesseurs et surtout comment il trahit l'héritage de la saga. Mais cette vidéo commencera quand même sans spoiler. Pour ceux ne s'étant pas encore décidés à aller voir le film, on ne sait jamais. Puis c'est en pouvant me lâcher sur les spoilers que je vais vraiment m'amuser à décrypter tout ça. Alors avant de plonger dans les entrailles de la Terre creuse, abonnez-vous, likez et commentez la vidéo. Je suis curieux de savoir ce que vous pensez de ce nouveau film et de l'avenir de la franchise aux monstres géants. Quelques années ont passé depuis les événements de Hong Kong et le Mechagodzilla. Les humains vivent toujours sous la menace des titans, mais Godzilla règne en roi sur la surface et fait rentrer les titans hostiles dans leur rang. Et Kong, dans le royaume de la Terre creuse, où il s'est imposé en nouveau boss du territoire, est toujours sous la surveillance de monarques. Mais un jour, dans les profondeurs de ce royaume oublié, une ancienne menace se réveille. Pour protéger le monde de ce mal qui gronde, Kong va devoir combattre son plus grand adversaire à ce jour. Mais pour ça, il aura besoin d'aide. Avec ce cinquième film prenant place dans le Monsterverse, la Warner et Legendary nous promettaient du grand spectacle ainsi que notre dose d'émotion. Mais malheureusement, ce film au budget toutefois raisonnable de 130 millions de dollars, pour un blockbuster du genre, n'est pas à la hauteur de sa promesse. Même le précédent, Godzilla vs Kong, valait vraiment le coup, en bon plaisir coupable, avec une construction de son intrigue menant à l'affrontement final qui tenait plus ou moins la route. Mais ici, c'est une toute autre histoire. Pour ce qui est du grand spectacle, certes, on est servi. C'est plutôt très beau. Mais pour l'émotion, on repassera. Les effets spéciaux en tout genre sont clairement le point fort de ce film. Les environnements et les monstres sont toujours aussi superbes. Avec toutefois un très gros point négatif sur les incrustations des personnages humains dans les décors en numérique. La Terre creuse est encore plus vaste et vibrante que ce qu'on avait aperçu dans Versus. Et les titans sont décidément toujours au top. J'ai par exemple bien aimé le côté Avatar de James Cameron dans la séquence avec les oiseaux électriques, ou même en surface avec mon chouchou, Godzilla, qui nous offre des séquences magnifiques là aussi, même si un peu avare niveau durée. En effet, Godzilla passe encore plus au second, voire même au troisième plan dans ce film. Il est supplanté par pas mal de nouveaux, notamment le jeune singe qui est très mignon et même fun, ou le méchant roi Scar, qui est vraiment moche mais a tout de même une sacrée classe. Sans oublier celle que l'on avait à peine aperçue dans la bande-annonce, Shimo, qui est jolie mais pas aussi réaliste ou plutôt titanesque que les autres. Je sais pas trop comment dire mais elle fait un peu trop lisse, un peu comme un personnage de jeu vidéo. Bref, un univers encore plus riche qu'auparavant, avec des séquences d'action monstrueusement intenses, ça c'est un fait. Même si encore une fois ce n'est peut-être pas suffisant, car en vrai, c'est ça qu'on est venu voir. Mais les personnages humains et le déroulé de l'intrigue sont vraiment bâclés. Ils ont voulu en mettre beaucoup trop, avec 3 intrigues distinctes dans ce film. Et même la fin est très vite expédiée. C'est dommage, mais on n'arrivera plus jamais au niveau du Godzilla de 2014. Le film tente de paraître plus qu'il n'est censé être, à savoir un film profond, alors qu'on voulait surtout voir de la grosse bagarre de monstres et des enjeux planétaires. Mais du coup, il se vautre magistralement pour ce qui est de l'intrigue humaine, avec un côté artificiellement profond qu'ils ont voulu donner à l'histoire au travers de ces personnages, dont on se fout royalement depuis déjà 2 ou 3 films. Ils ne sont clairement plus que des prétextes pour voir les titans se taper dessus. Et même là, je trouve qu'on les voit encore trop. Mais les enjeux tombent à plat et il n'y a jamais vraiment de risque ou de tension les concernant. Les personnages humains sont aussi trop nombreux pour le bien de ce film. Que ce soit les nouveaux comme les anciens qui sont de retour, chacun monopolise bien trop l'attention et le temps d'écran sans pour autant avoir droit à un vrai développement. Ce qui est plutôt ridicule. En effet, dans ce nouveau film, on retrouve certains des anciens personnages de la saga. Bien sûr, la petite Jia, muette et originaire de l'île du Crâne, qui devient toujours plus détestable avec ce nouveau film. Et sa mère adoptive, le docteur Andrews, incarné par Rebecca Hall, toujours aussi moyenne et sans saveur ici. Ainsi que Bernie, alias Brian Tyree Henry, qui revient dans son rôle de pitre de service, entre ses idées complotistes et son humour pas toujours drôle. Et ils sont notamment accompagnés de Dan Stevens, alias Trapper, un veto de l'extrême entre Ace Ventura et un Dr. Dolittle pacifiste. Il respecte même les moustiques, c'est vous dire. Et il est notamment très soumis à son ex, la Dr. Andrews. Il n'arrête pas de lui dire qu'elle est belle, merveilleuse, et qu'il l'aime, et elle c'est plutôt ouais, ok, super. Et même pas un merci ou merde. Mais c'est comme ça aujourd'hui, un personnage mâle et blanc ne peut pas être un héros, surtout s'il veut survivre plus de la moitié du film. Bref, un ancien love interest du personnage principal et docteur pour Titan plutôt efficace malgré tout. Mais plus d'Alexander Skarsgård, de Kyle Chandler ou de Millie Bobby Brown qui ont été évincés du projet.
Peut-être car le casting humain coûterait alors trop cher pour si peu d'intérêt. Car le moins que l'on puisse dire sur tous ces personnages et leurs diverses histoires, c'est qu'elles n'ont absolument aucun intérêt dans le film. Ils auraient pu tout bonnement être supprimés que le film n'en aurait été que meilleur. Ils ne sont plus que des personnages fonctions, notamment celle de commenter ce qui se passe sous nos yeux. Mais en dehors de ça, le film aurait vraiment bénéficié à ne plus parler du tout des humains, si ce n'est que comme des victimes des carnages des titans bien sûr. Sinon, un simple accompagnant de Kong, justement pour faire les commentaires et la traduction, aurait largement suffi. Surtout que même la partie muette du film, au tout début, est bien plus palpitante et émouvante que tous ces dialogues sans intérêt où la mise en scène est tout juste passable. Ainsi, le film ne se perdrait pas avec des histoires sans intérêt, comme celle de Jia notamment, qui n'apporte rien, si ce n'est quelques jolis plans de compositing avec une belle lumière. Mais de toute façon, aucun d'entre eux ne sort vraiment du lot. Encore une fois, ils sont balayés par la présence des titans, et surtout de Kong, ainsi que son nouvel ami. Car pour le coup, l'histoire de Kong est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant ici. Et elle est gâchée par la présence de ces quelques humains qui ne servent à rien. Donc une intrigue vaguement prenante, mais sans réel risque pour les personnages, que ce soit les humains, dont on se fout, mais surtout pour Kong ou Godzilla. Évidemment, il y a vite fait le coup du bras, aperçu dans les trailers, qui aurait pu créer de l'enjeu, mais ils nous ont tellement teasé le gant à la Iron Man que même là, ça marche plus. Ils nous ont gâché la surprise avec leur communication. Godzilla, quant à lui, vit sa vie de son côté pendant une bonne moitié du film, et ne rentre vraiment dans la partie que pour le climax. Donc déjà, le côté team-up des deux titans était un peu survendu par rapport à la réalité du film. Et concernant notre gorille géant, comme je l'avais anticipé dans ma vidéo sur le sens caché du Monsterverse, que je vous mets là, ils l'ont encore plus humanisé. Il est très humain dans ses expressions et les émotions qu'il dégage. Ça c'est tant mieux, car on s'attache à lui. Mais ensuite, il utilise aussi des armes, comme dans le précédent film, alors qu'il trichait avec la hache en écaille de Godzilla. Et là, il utilise carrément des pièges, mais qui n'ont pourtant pas l'air d'avoir été installés par lui. Donc il est vraiment presque humain, avec un anthropomorphisme exacerbé qui atteint son paroxysme avec le coup du gant et sa relation avec la petite Jia. De plus, comme attendu, c'est Kong et son nouveau petit copain qui deviennent les héros dans ce film. Godzilla ne sert plus à rien si ce n'est de gros muscles. Ok, il pète toujours la classe et il est très beau avec son nouveau design, mais il n'a plus son côté vivant et émouvant comme avant. C'est juste un monstre très fort, au physique bien plus méchant qu'avant, monstrueux avec ses épines rose-violette. Il n'est donc plus le magnifique titan que le Monsterverse nous avait présenté depuis 2014. À croire que le réalisateur n'a même pas regardé Godzilla vs Kong, alors que pourtant, c'est lui qui l'avait réalisé. Bref, je le redis, mais ça n'a aucun sens. Godzilla, qu'on avait mis plusieurs films à ne plus voir comme un monstre, mais comme le gardien du zoo des titans, un protecteur de l'humanité, est redevenu un gros lézard effrayant et débile. De plus, cette saga reposait sur une opposition entre les échelles. D'un côté les humains ridicules et de l'autre les titans. C'est Gareth Edwards qui avait su jouer si habilement avec les valeurs de plan pour mettre en opposition ces deux échelles. Mais plus ça va, moins c'est présent dans les films du Monsterverse, pour finalement avoir complètement disparu dans Godzilla x Kong. Ce qui est encore plus incompréhensible, sachant qu'ils tiennent absolument à garder des humains au premier plan de l'intrigue. Et même dans son climax, le film était un peu décevant. On se retrouve dans une ville qui se fait génocider par le combat des titans, mais on n'est pas vraiment impliqué par l'action. On a même Godzilla qui place un final flash à la Vegeta, même si il est très loin de l'affrontement de Versus. Notamment car cette ville un peu fade n'offre pas vraiment de spectacle renversant comme l'avait été Hong Kong avec ses néons. Et même la puissance ou simplement le poids des titans n'est plus palpable comme avant. Principalement de Godzilla, gros lézard qui transpire d'habitude la puissance, mais qui galope d'une façon plutôt ridicule dans ce film. Godzilla x Kong n'aura donc pas vraiment été à la hauteur côté intrigue. Certains pourraient même dire que c'est pas loin de débile, mais ce n'est pas vraiment pour leur écriture qu'on va voir ces films. Toutefois, c'est surtout une occasion manquée pour un film qui aurait pu être vraiment cool plutôt que juste satisfaisant. Heureusement qu'on en a pris plein les yeux, sinon je vous dirais que c'est un film qui ne vaut même pas le prix d'un billet. À croire que c'est une stratégie des gros studios ces dernières années, de faire des suites de plus en plus moyennes, même sur les dernières grosses sagas qui leur rapportent de l'argent, tout ça pour réhabiliter les films précédents qui s'avèrent finalement pas si mal en comparaison. En somme, un spectacle plutôt sympa, mais sans grandes émotions, et dont l'intrigue avance de façon très laborieuse pendant ces 2 heures. Le film aurait clairement mérité des choix différents pour atteindre ne serait-ce que le niveau d'enthousiasme provoqué par Godzilla vs Kong, qui n'est pourtant pas le meilleur de la saga. En effet, en se concentrant vraiment sur les titans, notamment Kong, le film aurait raconté la même chose, mais de façon bien plus palpitante ou simplement fun. De plus, Godzilla x Kong termine de faire du singe géant le véritable héros du Monsterverse. Et le coup de grâce viendra sûrement avec la saison 2 de Monarch qui va aussi mettre Kong au cœur de son histoire.
Les titans lézards, et Godzilla en tête, sont censés être les dieux de ce monde, et ils sont toujours considérés comme les plus puissants, mais ils deviennent ici de simples faire-valoir, des toutous de compagnie pour ceux qu'on veut nous faire passer pour les vrais titans alpha. Ceux qui sont comme nous, les singes géants. Et c'est nul, une véritable trahison de tout ce qui avait été mis en place par les films précédents. Mais avant de pouvoir en dire plus, je pense que je devrais prévenir que ça va spoiler. Donc il serait préférable pour vous d'avoir vu le film. À moins bien sûr que ça ne soit pas un souci pour vous. Comme je le disais, les humains sont complètement OSEF ici. Donc, je commence par eux. L'intrigue est des plus basiques malgré son temps à l'écran. La petite Jia a des visions inquiétantes qui mènent la petite troupe d'adultes vers la Terre creuse et ce nouveau territoire encore en dessous, vers ce qu'il reste du premier peuple, les Iwi, déjà aperçus sur Skull Island. Car Jia serait une sorte d'élu mystique attendu depuis des millénaires pour ressusciter Mothra. Ce qui est déjà pas mal, mais c'est tout. Son rôle de sauveuse du monde sur lequel le film fait des caisses juste pour ressusciter la mythe géante qui avait donné sa vie contre Ghidorah. Et quand on se rend compte que tout ça c'était juste pour ça, clairement le film en prend un coup. Heureusement qu'il y avait aussi l'histoire du gant à justifier, sinon les humains auraient eu encore moins d'intérêt. Bref, venons-en donc à un peu plus fun, même si très frustrant là aussi. L'arc Godzilla, qui commence très bien, avec un titan araignée de mer qui attaque Rome et se fait pulvériser par le gardien. Très bien. Ensuite, il va même se coucher dans le Colisée, ce qui est marrant, il fait comme chez lui. Même s'il y a un petit côté chien-chien dans son panier, c'est plutôt cool. Même la mise en scène et les échelles de plan avec les humains sont encore pas trop mal à ce stade. Même si, là encore, je trouve que les proportions sont un peu bizarres. Godzilla réussit à se blottir en entier dans le Colisée sans le casser ni rien. J'ai du mal à y croire car le Colisée et surtout son arène au centre ne sont pas si grands. Mais bref, on s'en fout. Car dans ce film, le seul objectif de Godzilla sera de se gonfler à bloc, de faire le plein de calories pour un grand affrontement à venir. Qu'il sent arriver, car j'ai oublié de parler du plus ridicule dans ce film. Les Iwi, le peuple de l'île du crâne et des tréfonds de la Terre creuse, sont télépathes. Évidemment, et l'appel à l'aide perçu par la petite Jia sont aussi captés par Godzilla, qui attaque donc une centrale nucléaire à Montagnac dans le sud de la France. Coin que je connais très bien et qui brille notamment par son absence de centrale atomique. Mais bon, c'est un petit clin d'œil à notre pays, donc on va pas se plaindre. Je préfère plutôt me plaindre de la mise en scène de cette séquence qui est vraiment très basique et n'a rien de vraiment intéressant à raconter. Ce qui est quand même dommage, car voir Godzilla détruire une centrale et se nourrir de sa radioactivité, c'était l'occasion de faire du bon gros fanservice, mais non. En plus, ils osent attaquer Godzilla alors que tout le monde sait qu'il est de notre côté. Alors pourquoi? Cette séquence n'a aucun sens. Et même après, quand pour sa deuxième étape, il se rend en Arctique pour prendre les réserves du titan Tiamat, là aussi c'est très frustrant. Tiamat est superbe avec ses lumières roses et leur affrontement sous l'eau est magnifique. Là encore, chapeau aux équipes d'animation. Mais c'est très court et on a à peine de quoi se mettre sous la dent. Mais comme je l'ai déjà dit, dans ce film, on n'est pas là pour voir le GOAT, mais simplement son remplaçant, Kong. Le plus ridicule étant qu'après avoir fait le plein et changé d'apparence en évoluant, tellement il est boosté, il va se recoucher au lieu de directement aller affronter son terrible adversaire. Car non, lui il respecte le découpage de territoire et il laisse la terre creuse à Kong. Il attend probablement que cette grande menace débarque à la surface et fasse un carnage. Et quand enfin Kong se ramène pour le recruter, on a des plans sympas des deux titans chacun à un bout de la Méditerranée qui se provoquent. Puis on a un beau plongeon de Godzilla qui malheureusement est presque plus ridicule qu'épique. C'est dommage. Et enfin, quand Godzilla arrive en Égypte, il provoque direct le combat. Il ne cherche même pas à comprendre. Alors que d'habitude, il y a un petit moment d'échange de regards pour comprendre les intentions de son adversaire. Mais là non, vu que Godzilla n'est plus qu'une grosse machine à tuer sans cervelle. Quel gâchis. Et le pire, c'est que Godzilla, survolté, surchargé, n'arrive même pas à tenir tête à Kong, qui a juste son petit gant et même plus sa hache. L'écart de puissance devrait donc être écrasant, mais pourtant il se fait latter par le singe qui réussit presque à le traîner sous terre. Mais c'est finalement sa copine Mothra qui débarque pour le convaincre de se joindre à la bataille, pour laquelle il s'était déjà préparé, donc il savait forcément qu'il allait se battre. Bref, ça n'a encore aucun sens. S'il était au courant pour cette menace, il aurait pu s'associer à Kong de lui-même. Pas besoin de consacrer la moitié du film à une prophétie bidon sur Jia et la résurrection de Mothra juste pour valider l'équipe des gentils titans. Et donc, pour ce qui est de ce que le film avait de mieux à offrir, l'histoire de Kong. C'était très cool, surtout le début quand on le voit errer seul dans la terre creuse. En tant que nouveau boss, mais qu'on le voit malgré tout affaibli par son âge, sa solitude et une grosse rage de dents. C'était très sympa. Il se sent seul et recherche désespérément ses semblables. Ce problème de dents, au début du film, semblait pouvoir mener à quelque chose d'intéressant. Déjà, ça avait pour fonction de le nerfer, d'affaiblir le titan, créant de l'enjeu et une marge de progression au début du film.
Ainsi, il est dans une petite forme pour son ou ses premiers affrontements. Et la résolution aurait même pu mener à un véritable moment de complicité entre les deux héros du film. Par exemple, Godzilla qui lui aurait fait sauter la dent, le libérant au final de sa douleur, et donc lui permettant de se donner à fond contre Scar. Ou même justement Scar qui aurait pu lui faire voler sa dent, et après, Kong, en pleine forme, aurait pu reprendre le dessus, au moins un peu. Mais non, à la place, ils ont choisi de le faire remonter à la surface pour demander de l'aide aux humains. Et donc au veto de l'extrême. Et dans les faits, pourquoi pas? Son plombage en métal lui va plutôt bien, donnant aussi lieu à une remarque narquoise du Scar King. Et à un retour de karma quand c'est lui qui perd une dent. Cependant, là où ils ont probablement voulu mettre en avant une relation de complémentarité, presque de symbiose entre humain et Kong, c'est finalement une relation de dépendance entre Kong et Monarch qu'ils nous présentent. Et en plus, là, comme par hasard, sa venue ne déclenche pas la colère de Godzilla, qui ne vient finalement que quand on a besoin de lui, en bon toutou. Puis, un jour, en déclenchant un piège, Kong provoque un effondrement qui va révéler encore un nouveau niveau dans la Terre creuse, le royaume souterrain, où se cachent donc les Ziwi et leur cité de cristal, qui est superbe elle aussi, mais surtout, et encore plus en profondeur, le royaume de Scar. Le roi Scar, le nouveau grand méchant du film, un genre de Kong plus maigre et plus vicieux qui a réduit en esclavage son peuple. Et justement, c'est très bien de vouloir donner du contexte à ce nouveau méchant, mais même là, c'est très rapidement survolé. On ne sait pas pourquoi ils sont en esclavage, qu'est-ce qu'ils font avec leurs cailloux, et quel est l'intérêt de Scar là-dedans. Et en plus, on tente encore d'humaniser des créatures qui sont bien loin de nos vices humains. C'est vrai que présenter Kong en héros de son peuple, se battant pour leur liberté, fait son petit effet. C'est vrai. Kong, ce héros au grand cœur. Mais ça n'en reste pas moins réducteur pour ces titans d'en faire des ersatz d'êtres humains. Et pour ce qui est de l'esclavage non justifié et ridicule, on atteint le summum quand on découvre que Shimo n'est que l'animal de compagnie de Scar. Elle est enchaînée et asservie par un cristal que brandit le titan simiesque pour l'envoyer au combat, ou carrément s'en servir de monture comme un vulgaire cheval. Alors que bordel, c'est un titan primordial, avec des pouvoirs de glace, ultra cheatés, mais réduit à l'état de chien de combat. C'est triste. Et le pire, c'est que même une fois libérée par notre grand et beau héros Kong, elle est toujours considérée comme un simple outil, une monture pour le nouveau roi des singes. Donc en vrai, il n'a rien changé à ce monde injuste. À moins que cela ne soit un truc qu'ils ont gardé pour la suite, dans laquelle Godzilla ne sera probablement même pas présent. En effet, la suite de la franchise, si ce film n'est pas l'échec commercial de trop pour la Warner, se concentrera sûrement sur Kong et son petit apprenti découvert dans ce film. Ce nouveau petit personnage fait clairement son effet, il devient vite attachant et drôle. Il est même la victime de la meilleure blague du film quand Kong se sert de lui pour frapper sur les autres singes. Ça, au moins, c'est de l'éducation. Il y a zéro respect, mais c'est drôle. Ce petit singe représentera donc à coup sûr la relève de Kong dans la suite de l'univers, s'il y en a un. En plus, ils ont bien fait en sorte d'en faire un autre genre de singe, un peu style orang-outan, plutôt que gorille. Ainsi, ils auront toute une nouvelle gamme de jouets et de peluches à vendre. Il est vraiment mignon, évidemment, et c'est lui qui respire maintenant l'émotion et l'intelligence, à l'inverse des lézards qui ne sont plus que des animaux de compagnie bons à servir leur maître. Et vous l'aurez compris, c'est clairement en ça que ce film gâche tout ce qu'avait accompli la saga avant lui. Les titans étaient alors des êtres sans dieu ni maître, c'était même eux les dieux, et là Godzilla et Shimo deviennent les chiens de garde de Kong et Monarch. A la fin, Godzilla repart même à la niche, dans le Colisée, et en plus, il garde son design de gros vilain monstre tout rose, ce qui n'annonce rien de bien fun pour lui. Et c'est clairement pas la couleur qui me dérange, mais le message derrière cette évolution.